Voilà, en direct de Bordeaux avec Alain Juppé, chez nos partenaires de la presse quotidienne régionale, à savoir le groupe Sud-Ouest, dans les studios de TV7, la chaîne TNT, formidable d'ailleurs, du groupe Sud-Ouest, qui rediffuse cette émission à midi. Voilà, nous c'est 10h30, vous le savez, et 13h. Alain Juppé, bonjour, rebonjour, merci d'être avec nous. Nous allons passer maintenant à la politique nationale. On va parler de sujets qui vous fâchent d'habitude d'ailleurs, hein, les Républicains, la droitisation, les échéances européennes, aussi votre vision de l'Europe qui nous intéresse beaucoup. Et je vous présente, mais vous le connaissez, Yves Arté, qui est le directeur éditorial de Sud-Ouest, qui écrit régulièrement évidemment les éditos dans ce journal, et Oriane Mancini, la spécialiste politique du Public Sénat. Bonjour. Bonjour Cyril. Oriane. Bonjour Alain Juppé, hier soir, Édouard Philippe a tenu un séminaire gouvernemental. Édouard Philippe, c'était l'un de vos porte-parole pendant la campagne des primaires, de la présidentielle. Est-ce que la cadence des réformes nuit-elle à la visibilité et lisibilité gouvernementale aujourd'hui? Est-ce que vous le pensez, vous avez exercé le pouvoir, vous étiez Premier ministre. La France a besoin de réformes. Et il faut les faire. Il faut les faire sans tarder. Alors, je ne vous cache pas qu'il y a quelque chose qui me fait parfois un peu sourire, c'est quand j'entends les ministres actuels, voire plus haut, nous expliquer qu'on n'a rien fait avant eux. Si on les écoute, depuis 30 ans, il n'y a eu aucune réforme. Alors, ce n'est pas très élégant vis-à-vis des prédécesseurs, et surtout, c'est faux. On va prendre deux exemples qui me tiennent à cœur. Le premier, ça remonte à très longtemps, en 1996, j'ai fait la réforme de France Télécom à l'époque. J'ai transformé cette entreprise qui était publique en entreprise privée, et tous les nouveaux salariés de France Télécom ont été mis sous droit privé, non plus sous droit public. Vous voyez qu'on s'inspire encore de ce genre de réforme, et ça a été réussi. Autre réforme importante, Valérie Pécresse, l'autonomie des universités. Donc voilà, laissons ça de côté, ça ne sert à rien de pointer du doigt tout ce qui s'est passé avant pour essayer de se valoriser. Aujourd'hui, la France, parce que le monde change, parce que les réformes sont nécessaires en permanence, a besoin de réformes. Ce qui se fait dans l'éducation nationale me paraît tout à fait excellent, à la fois le renforcement de tout ce qui concerne les petites classes, c'est quelque chose que j'avais proposé dans mon bouquin Des chemins pour l'école, la réforme du baccalauréat aussi, la réforme de l'orientation, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser croire à nos jeunes qu'il n'y a pas de sélection à l'université. Il y a bien longtemps qu'il y a de la sélection, sans le dire. Il faut donc aujourd'hui améliorer l'orientation pour leur permettre de trouver des filières où ils pourront également trouver du travail. Donc tout ça va dans le bon sens. La réforme de la formation professionnelle aussi. Il y a d'autres réformes sur lesquelles je suis plus sceptique. Il vous consulte, Édouard Philippe, ou pas? Pardon ? Est-ce qu'il vous consulte, Édouard Philippe? On se parle, mais enfin, il est tout à fait autonome et je ne suis pas son mentor. À propos d'inspiration, est-ce que la déclaration de Bruno Le Maire, nous tiendrons bon, vous rappelle une phrase prononcée en 1996 qui était « Je suis droit dans mes bottes ». Oui, bah, écoutez, on verra. En 80, on ne va pas revenir sur 95-96 longtemps. Et j'ai tenu sur certaines réformes. La réforme de l'assurance maladie a été faite. Il en reste encore des pans entiers 20 ans après. En revanche, sur la réforme des régimes spéciaux de retraite dans la SNCF, qui n'était pas prête d'ailleurs, que j'avais eu l'imprudence d'annoncer prématurément, je n'ai pas tenu et je constate qu'elle n'est toujours pas faite. Oriane Mancini. Le gouvernement a engagé quand même une réforme de la SNCF. On en connaît quand même les grandes lignes. Est-ce que selon vous, c'est la réforme qu'il fallait faire ? La SNCF ne peut pas rester en l'état. D'abord, l'ouverture à la concurrence, c'est un engagement que nous avons pris et il sera très vraisemblablement bénéfique pour les usagers. Je reprends l'exemple de France Télécom. Aujourd'hui, tout le monde peut se réjouir qu'il y ait concurrence entre plusieurs opérateurs de téléphonie mobile, ce qui a amené à une baisse des prix pour le consommateur. Donc, cette ouverture à la concurrence est positive. Je pense qu'elle pourrait être positive dans un domaine qui me tient à cœur, où l'échec de la SNCF est patent, c'est celui du fret ferroviaire. La SNCF est incapable de développer le fret ferroviaire, d'où une partie des problèmes de l'agglomération bordelaise, où se succèdent des murs de camions qui vont vers l'Espagne. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, les conditions de travail des cheminots ne sont plus ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans. Et donc l'idée, progressivement, d'aller vers un statut de droit privé, comme je l'avais fait pour France Télécom, me paraît une bonne réforme. Alors il va falloir discuter. Il y a encore du grain à moudre sur bien des aspects, mais cette réforme doit se faire. Vous avez insisté sur le fait que pour le moment, elle n'était qu'engagée. Est-ce que vous craignez qu'elle n'aille pas jusqu'au bout? Est-ce que pour vous, Édouard Philippe va réussir là où vous avez échoué? Je pense qu'il a la détermination d'y aller. Il a le soutien, bien sûr, du président de la République. Le gouvernement est pleinement engagé sur cette réforme. Sa majorité le soutient. Et je crois qu'une grande partie de l'opinion publique a compris qu'on ne pouvait pas en rester au statu quo. Est-ce que vous pensez que passer par voie d'ordonnance est une bonne méthode ?
C'est une méthode parfaitement constitutionnelle. Si le général de Gaulle, dans la Constitution de 1958, a prévu le recours aux ordonnances, c'était bien pour donner au gouvernement des moyens d'agir. Je voudrais rappeler que dans le processus, le Parlement n'est pas complètement mis à l'écart. Ce n'est pas exact. Il y a d'abord une première loi d'habilitation qui autorise le gouvernement à agir par ordonnance. La concertation peut se poursuivre après. Et ensuite, il y a une loi de ratification où le Parlement se prononce à nouveau. Donc je pense que c'est une méthode qui peut être utile. Il ne faut pas la généraliser, naturellement. Mais dans ce cas précis, c'est sans doute le moyen d'avancer. La réforme constitutionnelle. La révision constitutionnelle, Emmanuel Macron a donc là aussi engagé une révision constitutionnelle. Baisse du nombre de parlementaires, limitation du cumul des mandats dans le temps, limitation du droit d'amendement. Est-ce que selon vous, il prend le risque de raviver un sentiment d'antiparlementarisme chez les Français ? Écoutez, moi, comme je vous l'ai dit, ou pas encore dit, plus exactement, j'ai pris du recul par rapport à la vie politique nationale, au jour le jour, et donc je ne vais pas entrer dans... Pas vous le savez. Bon, si, pourtant vous disiez quand vous avez commencé tout à l'heure que je m'exprimais rarement. Donc voilà, ils l'ont constaté. Non, je m'intéresse toujours à la politique, bien sûr, ça a été l'un des axes forts de ma vie, mais je ne tiens pas à participer en direct à ce débat. Alors je ne vais pas me prononcer sur chacune des mesures prévues dans la réforme constitutionnelle. Les Français voient avec sympathie la baisse du nombre de parlementaires, donc il faut le faire. Le cumul des mandats dans le temps, ok, c'est également populaire. Vous savez, quand on est maire, pour faire un pont, il faut 10 à 15 ans. Alors, si on ne vous laisse pas le temps de faire, vous ne faites pas. C'est populaire, mais vous n'y êtes pas favorable quand même. Voilà. Oui, je pense que c'est l'air du temps. Il ne faut pas toujours sacrifier l'air du temps. De même que le cumul des mandats, il est suicidaire de contester le non-cumul des mandats. C'est extrêmement populaire. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a des parlementaires qui sont hors sol, parce qu'ils n'ont pas d'ancrage local. Vous voyez que cette réforme mérite sans doute une dernière chose. Et vous voyez Barthélémy Juppé qui dit ne pas vouloir répond au fond à toutes les questions. Si et il va même encore plus loin. Si je ne réponds pas, vous allez me titiller sur le grill, je vous connais. À propos de la réforme constitutionnelle, est-ce que vous pensez-vous d'introduire une dose de proportionnelle ? Je n'ai jamais été favorable à la proportionnelle. C'est un peu la marque de fabrique, enfin le scrutin majoritaire est la marque de fabrique de la Constitution de la Ve République, parce qu'il faut se souvenir d'où nous venons et ce que l'instabilité ministérielle avait provoqué en France, à la fois sous la Troisième et sous la Quatrième République. Donc je suis très réservé sur la proportionnelle. Est-ce qu'on peut, même une dose, parce qu'une petite dose peut suffire à priver le gouvernement d'une majorité stable. Regardez les difficultés de l'Allemagne à constituer un gouvernement de coalition. Est-ce qu'on peut imaginer un système qui s'inspire de ce qui existe pour les municipales, où dans les municipales, ceux qui arrivent en tête ont une large majorité de gouvernement? C'est peut-être une piste à explorer. Et sur la limitation du droit d'amendement que l'exécutif envisage de faire en fonction de la taille des groupes, est-ce que vous pensez qu'Édouard Philippe doit reculer sur ce sujet ? Écoutez, dans mon expérience gouvernementale ou parlementaire, j'avais repéré les parlementaires producteurs d'amendements. Certains pondaient des amendements par dizaines, pour ne pas dire par centaines, ce qui leur permettait de monter à la tribune la nuit, devant un hémicycle vide, d'ailleurs, se faire voir, pas toujours. Donc voilà. Donc c'est une bonne chose de limiter ce droit d'amendement. C'est un bon moyen de lutter contre l'obstruction parlementaire. Je pense qu'il faudrait faire appel surtout au bon sens des parlementaires pour qu'ils ne multiplient pas des amendements qui parfois consistent à changer une virgule d'un texte à l'autre. Donc voilà, une certaine retenue. On va répondre à ces questions-là. Vous êtes ancien Premier ministre. Est-ce que vous regrettez que les anciens Premiers ministres, alors d'une manière générale, si vous voulez pas répondre personnellement, soient pas plus souvent consultés? Ils ont l'expérience du pouvoir, ils ont échoué, ils ont fait des choses. Est-ce que vous le regrettez qu'il n'y ait pas... ou ils ont réussi, oui. Oui, voilà. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas une forme d'instance dans la Ve République qui les consulte plus souvent? On va pas constituer une amicale, peut-être. On va pas constituer une amicale des... Non, mais c'est une vraie question. Vous avez l'expérience. On parle de dégagisme, on parle de jeunesse en politique. Vous avez l'expérience. Il y avait un conseil des anciens, je me souviens. C'était une mauvaise chose? Oui, non, ça c'est à l'initiative du président ou du Premier ministre. Il y a des coups de téléphone qu'on peut passer et des contacts qu'on peut avoir. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose d'institutionnaliser ce genre de contact. Alors, votre première adjointe est maintenant vice-présidente des Républicains, aux côtés de Laurent Wauquiez. Elle vient de publier un livre, J'assume. Est-ce que vous l'avez lu d'abord? Je l'ai lu les trois quarts. Oui. Les trois quarts, donc en diagonale. Vous voyez, je suis tout à fait... Non, pourquoi en diagonale? Je n'ai pas dit en diagonale, je l'ai lu les trois quarts attentivement, mais il me reste un quart à lire. Pourquoi il vous reste le quart?
parce que c'est long. D'accord. Est-ce que vous vous attendiez de sa part à ce genre de livre? Elle met en cause une grande partie de votre entourage. Écoutez, je ne veux pas commenter ce livre en détail parce que je partage le point de vue de Virginie Calmel. Ce qui a déclaré récemment, c'est une tempête dans un verre d'eau. Voilà. Moi, j'ai toujours appliqué une règle ici à Bordeaux. Chacun est libre de son engagement dans mon équipe. Chacun est libre de son engagement au niveau national. Mais il y a une ligne rouge? Chacun est libre de son engagement au niveau national. J'ai des collègues qui sont au MoDem, d'autres qui sont à La République En Marche, d'autres qui sont LR. Il n'y en a pas au Front National, naturellement, parce que ça, c'est une ligne rouge, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. En revanche, sur le plan local, c'est la solidarité municipale. Quand on est dans une équipe municipale, on est totalement solidaire de ce qu'on fait, ou alors on s'en va, naturellement. Là, les choses sont claires. Virginie Calmel, au conseil municipal dernier, a déclaré très clairement qu'elle était parfaitement solidaire de la gestion municipale, qu'elle a votée d'ailleurs, budget après budget. Donc pour moi, la messe est dite. Je vais m'arrêter sur une page, mais vous n'êtes peut-être pas y arriver. C'est la page 326. Je ne sais plus où j'en suis exactement. C'est dans le dernier quart du livre. On va voir. Où elle exprime, alors, et ça n'a rien à voir avec la politique municipale de Bordeaux, parce qu'elle exprime ses craintes devant une divergence majeure d'appréciation politique à paraître bientôt entre vous deux. Oui, c'est possible. Moi, je ne me sens pas à l'aise aujourd'hui, je l'ai dit à plusieurs reprises, dans l'orientation qu'a pris LR. Virginie Calmel, apparemment, s'y sent très à l'aise. Comme je n'ai pas l'intention de me réengager dans le jeu politique national, ça me laisse beaucoup de liberté d'esprit. Il y a un moment important pour moi, c'est l'Europe. Je ne cautionnerai en aucune manière un discours anti-européen, quelle qu'en soit la virulence. Et c'est le cas pour le moment? Le discours de Laurent Pour Wauquiez, l'instant, anti-européen? il n'y a pas beaucoup de déclarations pour l'instant. J'ai dit que je me reconnaissais assez bien dans le discours que le président de la République a prononcé à la Sorbonne à la fin de l'année dernière sur l'Europe. Je suis exactement, ou à peu près exactement sur cette ligne. Toute la question est de savoir maintenant si M. Macron a les moyens de mettre en œuvre les idées qu'il a avancées. Et vous savez très bien que ça va dépendre de son dialogue avec Angela Merkel. Et sur ce sujet, vous reconnaissez plus dans le discours d'Emmanuel Macron que dans celui de Laurent Wauquiez, c'est ça? Certainement. Les listes communes? Ça, comme je n'ai pas l'intention de figurer ni sur l'une ni sur l'autre, ça me laisse Mais sans liste commune, est-ce que vous ferez campagne aux côtés d'Emmanuel Macron? Je ferai campagne pour des idées sur l'Europe. Voilà. Et puis je verrai à ce moment-là qui les incarne le mieux dans le jeu politique. Le nom de Virginie Calmel circule pour être en tête de liste des Républicains aux Européennes. Est-ce que ça serait une erreur selon vous? Ça, c'est une décision qui appartient à la fois aux Républicains et à Virginie Calmel. Je n'ai pas de... Mais est-ce que ça poserait des problèmes? La seule chose qui me préoccupe, ce sera de savoir quel est le projet européen qui sera soutenu par les différentes listes. Je regarderai de façon très attentive et à ce moment-là, je me prononcerai. Et si c'était le cas, est-ce que ça poserait des problèmes entre vous? Je viens de dire que les choix nationaux sont libres. Voilà. Est-ce que vous avez eu un contact? Est-ce qu'il a cherché à vous joindre, Laurent Wauquiez, au téléphone depuis cette affaire de Lyon? Je l'ai vu avant son élection, mais pas depuis. Aucun contact? Même il n'a pas cherché à vous joindre après ses déclarations aux étudiants de M Lyon? Non, pas à ma connaissance. Non. Vous nous parlez de votre attachement à l'Europe, à cette défense de l'Europe. Est-ce que vous avez, des ambitions au niveau européen, Alain Juppé? Non, je viens de vous dire que moi, je n'ai pas l'intention de me replonger dans la vie politique active et donc dans la vie électorale. Je ne serai pas candidat aux élections européennes, cela va de soi. En revanche, j'ai des ambitions pour l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans le monde de tous les dangers. Regardez ce qui se passe autour de nous. La montée des nationalismes, des populismes un petit peu partout, des régions qui sont en plein chaos aujourd'hui, des budgets militaires qui augmentent partout, le protectionnisme qui revient en flèche. Nous sommes dans le monde de tous les dangers, avec des défis à plus long terme qui sont des défis considérables. Le défi démographique dont on commence à parler aujourd'hui. 11 milliards d'habitants sur la planète, ça ne ressemblera plus à la Terre sur laquelle ont habité nos prédécesseurs. 4 milliards d'Africains au sud de la Méditerranée. Voilà des défis auxquels il faut se préparer. Le défi climatique, naturellement. L'appel des 15 000 scientifiques qui ont lancé une alerte à l'humanité a tenu à la une pendant 24 heures. Et on n'en parle plus. Et puis le défi numérique aussi, qui va nous apporter des choses merveilleuses, notamment en matière de santé, mais aussi quelques risques, on en a dit un mot tout à l'heure, en matière d'emploi ou en matière de protection de la vie privée. Donc voilà des vrais défis sur lesquels il faut travailler. Vous exprimez, donc vous décrivez les vrais défis, vous avez l'air d'être absolument passionné par ces questions. D'ailleurs, vous avez été un ministre des Affaires étrangères reconnu par tout le milieu politique, et vous dites, je ne serai pas candidat aux élections européennes. Parce qu'il y a un temps pour tout. On peut faire de la politique en exprimant des idées. Vous le confirmez ce matin sur ce plateau, vous ne serez pas candidat. Je n'ai pas l'intention d'être candidat aux élections européennes. Je n'ai pas l'intention d'être candidat dans une élection nationale aujourd'hui parce que j'ai pris mes distances, je le répète.
l'ai dit 25 fois, avec la politique nationale qui m'a apporté beaucoup de choses. Et puis il y a eu la primaire et j'en ai tiré les conséquences. Certes, mais la chose publique vous passionne. Oui, certes. Oui. Bon, on va aborder tout à l'heure tous les problèmes qui sont internationaux et nationaux, dont vous avez souligné l'importance. Si on vous proposait un ministère, par exemple des Affaires étrangères, est-ce que vous l'accepteriez? Non. Il paraît que vous y avez été heureux. Non. J'y étais 2 fois heureux, oui, entre 93 et 95, et puis entre 2011 et 2012, c'était des périodes tout à fait difficiles. Vous voyez, il y a quelques jours, le président de la République du Kosovo m'a remis la plus haute distinction de cette République pour saluer le rôle que j'avais joué dans des circonstances extrêmement difficiles au milieu de la crise des Balkans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Voilà, et puis il y a eu d'autres drames difficiles, le Rwanda en particulier, sur lequel je ne cesse de dénoncer la falsification de l'histoire à laquelle certains se livrent. La France en tout cas, sous le gouvernement d'Édouard Balladur, et quand j'ai été au Quai d'Orsay, n'a en aucune manière mis les mains dans le génocide, c'est clair. Voilà des choses sur lesquelles je serais Vous contestez les révélations du journal Le Monde, alors, à cet égard? Oui, j'ai lu ça, je n'y trouve pas véritablement de révélation, sinon qu'au tout début du drame, quand l'avion dans lequel se trouvait le président Habyarimana a été abattu par un missile dont on ne connaît pas l'origine, il semble qu'il y ait eu, au plus haut niveau en France, l'idée d'une opération militaire pour soutenir le régime en place. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu et les témoignages le disent très clairement parce que j'ai le souvenir très précis qu'Édouard Balladur et son gouvernement s'y étaient opposés. Et l'opération turquoise a été une opération humanitaire décidée dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies avec un périmètre très clairement défini, une mission humanitaire et également un délai dans le temps. Et cette mission turquoise a été conforme à cette résolution du Conseil de sécurité. Alain Juppé, notre invité en direct de Bordeaux, Oriane Mancini. Puisqu'on est dans l'international, on va y rester. Alain Juppé, Vladimir Poutine a été réélu hier soir à la tête de la Russie. Est-ce qu'il faut avoir peur de lui? Peur de lui. D'abord, moi, ce matin, je ne me suis pas précipité sur ma radio pour connaître le résultat de l'élection parce qu'il était acquis d'avance. Bon, M. Poutine a, à l'évidence, la confiance d'une grande majorité du peuple russe. Et on sait pourquoi. Il a redonné aux Russes, effectivement, un sentiment de fierté qu'ils avaient perdu. Sa conception de la démocratie n'est pas tout à fait la nôtre. Et quand je dis pas tout à fait, c'est une litote, puisqu'elle consiste à interdire à ses principaux opposants de se présenter. Donc, c'est une curieuse conception de la démocratie. Cela dit, il faut parler avec Poutine, bien sûr. Il est le président, aujourd'hui, renouvelé d'une des plus grandes puissances mondiales. Il faut lui parler en lui disant ce qu'on pense, clairement, que l'annexion de la Crimée est une violation du droit international, que s'il est avéré, il semble que les autorités britanniques aient la preuve que des espions ou d'anciens espions russes se sont empoisonnés sur le sol britannique, c'est quelque chose qui est intolérable, et ainsi de suite. Il faut renforcer les sanctions. Oui, enfin, les sanctions, on sait qu'elles ont une incidence souvent limitée. Comment vous expliquez la sorte de bienveillance à l'égard du président russe de la part d'une partie de la droite ? Ou d'une partie de la gauche aussi. Voilà, mais moi je n'ai pas de malveillance vis-à-vis du président russe. Je pense simplement qu'il faut avoir le courage de lui dire quand il se trompe. Il paraît que vous l'avez rencontré, il vous a beaucoup impressionné. Oui, c'est un homme impressionnant, c'est un homme intelligent, c'est un homme déterminé, un peu froid, mais enfin, puisqu'il paraît que je suis aussi, donc on s'est réchauffé mutuellement. Voilà, il est venu à Bordeaux, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est pour ça que je vous pose la question. Il avait beaucoup il y a eu un dialogue, oui. Bien sûr, oui, on a longuement discuté au Palais Rohan. Et je crois qu'il avait beaucoup apprécié. C'était Cheval Blanc, je crois, qu'il avait visité. Voilà. Cheval Blanc, c'était un grand château, hein, il faut le rappeler. Oui, pardon. Vladimir Assad, peut-être. Vladimir Poutine était un peu permis à Bachar al-Assad de gagner la partie en Syrie. Au nom de la réelle politique, est-ce que vous pensez qu'on peut parler avec le dictateur syrien ? Moi, j'ai là-dessus une vision qui est peut-être un peu trop passionnel. Bachar el-Assad est un criminel. Il porte l'entière responsabilité de ce qui s'est passé en Syrie. J'ai vu comment ça a commencé en 2011. C'était des jeunes étudiants dans les rues de Damas qui lui demandaient un peu de liberté. Il a tout refusé. Toutes les médiations internationales que nous avons développées, et il vient d'assassiner des milliers d'enfants, de vieillards, de femmes, y compris dans les hôpitaux, dans la région de la Ghouta. Donc je pense qu'il n'y a pas de solution durable en Syrie avec le régime de Bachar el-Assad. Lorsqu'un homme a la responsabilité d'une grande partie des 350 000 morts,
qu'a causé cette guerre civile et qu'il a provoqué l'exil de millions de ses concitoyens, il ne peut pas constituer une solution politique durable à l'avenir. Et je pense que les Russes le savent, parce que les Russes aujourd'hui, ils sont dans une impasse aussi. On voit bien que Bachar el-Assad, avec plus ou moins leur complicité, se met en totale violation du droit international. Il n'applique pas les résolutions du Conseil de sécurité sur la trêve humanitaire, donc il poursuit sa tâche de bourreau du peuple syrien. Alors ça, c'est le constat. Vous allez me demander quelle est la solution. Si je l'avais... et comme vous n'irez pas au Quai d'Orsay, je vaudrais cher sur le marché. Et comme je n'irai pas au Quai d'Orsay, je n'aurais pas à me poser la question. La seule solution, malgré tout, c'est de réenclencher un processus de négociation internationale sous l'égide des Nations Unies, avec la participation de l'Europe et des grands acteurs de la scène internationale, pour trouver une solution durable qui ne sera pas la restauration pure et simple du régime de Bachar el-Assad. Alain Juppé, on ne vous croit pas que vous n'allez pas vous impliquer plus dans la politique nationale et internationale dans les mois qui viennent. J'espère vous convaincre au fil du temps. Merci Alain Juppé. On va passer au débrief de vos propos dans un instant, après cette virgule. On est tout de suite encore avec Alain Juppé à Bordeaux et en direct. Voilà, nous rejoignent sur ce plateau Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France, qui est à Bordeaux pour l'occasion. Il nous a rejoint hier au soir. Et Jefferson Desports de Sud-Ouest, qui est un habitué de TV7. Les téléspectateurs bordelais le connaissent bien, qui est journaliste à Sud-Ouest. Alors, la recette d'Alain Juppé pour établir un dialogue avec Vladimir Poutine, c'est le cheval blanc. Vous avez entendu tout à l'heure. C'était, c'est-à-dire un grand vin de Bordeaux. Stéphane Vernet, pour commencer. C'est une bonne idée, mais je ne sais pas si ça peut marcher. Les questions sur les questions de politique internationale, on est dans une séquence très complexe et il est plus que difficile aujourd'hui de savoir comment bien se positionner avec un certain nombre d'interlocuteurs. Dans les réponses d'Alain Juppé, on voit que vous ménagez à la fois cet aspect réel politique et puis la nécessité de trouver des solutions qui finalement n'appartiennent pas pleinement à la France. Vous l'avez clairement dit, on est face à un président russe qui tient le jeu, y compris en interne, y compris dans son pays, au niveau de son opposition. Donc il faut composer avec lui. La question c'est comment ? Vous n'avez pas forcément de solution toute faite. Sauf le dialogue. Mais le dialogue, ça ne consiste pas à s'aligner sur les positions de celui avec lequel on parle. Ça consiste à défendre ses propres positions, à essayer de le convaincre, à essayer d'avancer. Donc couper les ponts avec la Russie serait complètement absurde. On n'ignore pas un pays de cette importance. Ce que j'ai retenu par contre, c'est que vous avez été 2 fois heureux au niveau du ministère des Affaires étrangères, mais vous n'y retournerez pas. Ah non, parce qu'à chaque période de la vie, suffit son bonheur. Aujourd'hui, j'ai un grand bonheur à être libéré de la pression quotidienne des médias politiques. Voilà, je vous dis ça, c'est discourtois à votre égard. Je le dis quand même. Mais non, vous savez qu'on est territorial avant tout. Mais justement, vous faites, Alain Juppé, dans cette émission, toujours la distinction entre le national et le local. Je vais revenir sur Bordeaux. Vous avez évoqué en creux la suite de votre avenir municipal. Simplement, à la lueur des coupes budgétaires qu'encaissent aujourd'hui et que doivent affronter les collectivités locales, est-ce que ce prochain mandat municipal, qu'il soit avec vous ou sans vous, ce sera d'abord celui de la gestion plus que de réalisation. Dit autrement, est-ce que le prochain maire de Bordeaux sera d'abord un gestionnaire des affaires courantes plutôt qu'un créateur ? Non, je ne pense pas que ce sera un gestionnaire des affaires courantes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai lancé d'ailleurs cette grande réflexion sur la ville en 2050. Comment les Bordelaises et les Bordelais voudraient-ils vivre dans 20 ou 30 ans dans leur ville ? Comment est-ce qu'ils voudraient se déplacer ? Et on voit que les choses sont en train de changer à une vitesse extraordinaire dans ce domaine. Quel type d'habitat attendent-ils ? Pourtant, ça va quand même être compliqué, Alain Juppé, sur cette question financière. Oui, enfin, je vais y revenir. C'est vrai que c'est compliqué. Toutes les collectivités locales sont dans la même situation. Il faut faire des économies, cela va de soi. Il faut gérer de façon très stricte. Il faut rester sous le plafond de 1,2% de dépenses de fonctionnement. Nous y resterons. Je voudrais simplement signaler que la métropole, du fait des économies d'échelle qu'elle va réaliser, je l'espère, au cours des prochaines années, pour l'instant, la mutualisation ne s'est pas encore traduite par ces économies, mais je pense que ce sera le cas, a une capacité d'investissement importante. Et nous avons, vous le savez très bien, un programme d'investissement, notamment dans les infrastructures de transport, extrêmement ambitieux. Donc la prochaine mandature, quel que soit le président ou le maire à cette époque-là, ce sera aussi une mandature de réalisation. Alors justement, Emmanuel Macron, c'est le président des métropoles. Il se préoccupe peu de la ruralité, selon vous ?
Je ne sais pas. Je crois qu'il était il y a peu de temps en territoire rural. Donc un président de la République qui ignorerait la ruralité ferait une énorme erreur, parce que la ruralité est une des richesses de la France. Moi, pendant ma campagne des primaires, j'avais consacré beaucoup de temps à aller sur le terrain. Il faut absolument redonner confiance à notre espace rural. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la relation entre la métropole de Bordeaux et le territoire girondin, et on me demandait quel était mon intérêt pour développer les relations avec ce territoire. Une métropole qui serait installée dans un désert, ce ne serait pas une métropole en bonne santé. Moi aussi, j'ai intérêt à ce que le département de la Gironde et la Nouvelle-Aquitaine soient prospères. Il y a une question qu'on n'a pas du tout abordée pendant ce débat à propos de la ruralité, c'est celle des 80 km/h au 1er juillet. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou elle est de nature à créer des tensions superflues? Quand vous partez à Osgore de Bordeaux. Écoutez, c'est absolument... Oui, quand je fais 80 km sur l'autoroute, j'en suis heureux. À certaines heures. Quand elle sera complètement à 2 fois 3 voies, ça arrangera les choses. Non, j'entendais... récemment, je comprends assez mal la passion qui enflamme les uns et les autres ce sujet. J'entends l'automobile, c'est quelque chose oui, bien sûr, mais enfin, soyons un peu raisonnables. J'entendais dire que la vitesse moyenne, telle qu'elle est constatée, est de 82 km/h. Donc, je ne pense pas que vous, 80 vont bouleverser. Non, ce que je pense dans ce domaine, c'est qu'il faut faire preuve de souplesse. Il y a des cas où 80 c'est trop, et des cas où 80 c'est pas assez. Donc, je pense qu'il faudrait laisser un peu plus d'initiative sur le terrain. Vous invitez Édouard Philippe à lever le pied sur cette mesure? C'est sa mesure à lui. Lever le pied, ça sera à 70 km/h. Alors, ça lève trop le pied. Stéphane Vernet. Vous avez beaucoup parlé, dans la première partie en tout cas, du développement de la métropole. C'est vrai qu'on a vu l'angle un peu négatif sur les nuisances du train, l'impact sur l'immobilier. En fait, vous avez bien rappelé de votre côté que vous étiez dans une métropole à forte croissance, avec un objectif important pour accéder à une dimension européenne. Vous avez aussi cité le fait que les dotations de l'État avaient considérablement diminué entre 2008 et 2014. Comment est-ce que vous voyez la suite aujourd'hui? Vous avez parlé du 1,2% et après. Très vite, parce que là, on approche de la fin de l'émission. Écoutez, je vous rappelle que l'État s'est engagé à maintenir ces dotations si nous faisions des efforts de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. C'est ce qu'il faut faire. Et la suite, je la vois mal, parce que je ne sais pas quelle recette des collectivités locales remplacera la taxe d'habitation. Donc ça sera un grand rendez-vous pour essayer d'avoir une prospective sur les finances locales. Une dernière question sur votre état d'esprit. Virginie Calmel, sur son livre, s'interroge en couverture: que suis-je venu faire dans cette galère? Est-ce que vous avez toujours envie de cette galère? Moi, je n'ai jamais ressenti ma situation de galérien. Non, je ne me suis jamais senti galérien. Même dans les moments les plus difficiles, j'ai toujours mis beaucoup d'enthousiasme à faire ce que j'ai fait, parce que pour moi, la politique, c'est l'intérêt général, c'est le service du public. J'ai une petite préoccupation, je le dis ici. Je vois de plus en... Alors, je suis un chaud partisan de la démocratie participative, bien sûr. Il ne faut pas que ça se transforme en groupe de pression ou en micro-groupe de pression. Aujourd'hui, je vois se multiplier des prises de position. Voilà, ça, c'est ma rue, et je me moque absolument de ce qui peut se passer à côté de ma rue. Ben non, la politique, c'est aussi de concilier les intérêts particuliers pour en faire un vrai intérêt général, et c'est ça qui me passionne dans la politique. Alain Juppé, vous parliez des moments les plus difficiles de votre vie politique. Ce sont lesquels, ces moments les plus difficiles? Oh, écoutez, on ne va pas gâcher la matinée en ressassant le passé. Moi, je suis plutôt un homme positif, donc je pense à l'avenir. Alors, Alain Juppé, j'ai une question à vous poser. Le tueur des Chartrons, c'est vous ou pas? Alors, les Chartrons, il faut rappeler aux gens que c'est un très beau quartier historique, qui a été mis en valeur, mais aussi un peu malmené par les travaux liés, bien sûr, au tramway, etc., comme beaucoup de quartiers dans Bordeaux. Non, il n'a pas été votre malmené, directeur de cabinet. D'ailleurs, dans votre entourage, épanoui. on écrit beaucoup. Tous vos conseillers qui se sont approchés de vous. Mais ils écrivent la nuit. Alors, Ludovic Martinez a écrit Le tueur des Chartrons. Rassurez-moi, c'est pas vous. Vous l'avez lu? Oui. Moi aussi, je n'y suis absolument pas reconnu. Non. Vous êtes allé jusqu'au bout sur ce livre-là, pas aux 3/4? Celui-là, j'ai lu tout entier, et je veux dire que les dernières pages méritent lecture, parce qu'il y a un vrai suspense. Non, c'est bien. Il y a un petit peu de San Antonio là-dedans, je trouve, dans le style et dans la démarche générale. Merci beaucoup, Alain Juppé, d'avoir été notre invité en direct de Bordeaux, l'invité de Public Sénat, de la presse quotidienne régionale. Merci à Christophe Hérigaud, qui dirige la rédaction de la Nouvelle République et de Centre Presse, Bruno Bécard, le rédacteur en chef, à Ouest France, François-Xavier Lefranc, le rédacteur en chef, et à Sud-Ouest, Patrick Vanris, Christophe Gadichon, directeur des opérations, Patrick Vanris, directeur général délégué. Merci à vous. On se retrouve demain matin avec un invité, vous regarderez, j'en suis sûr, avec intérêt chez nous, c'est Philippe Martinez. Alors vous regarderez le Premier ministre après avoir regardé Philippe Martinez. Merci à tous. À demain à Paris. Merci Alain Juppé. Merci à vous. À nouveau.